Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Hervé Delamarre, sculpteur, qui a installé dans les jardins suspendus, au jardin des Robinsons, une sculpture, un cocopelli, avec la collaboration des jardiniers, des jardins suspendus, au terme d'une résidence. Hervé Delamarre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sculpteur. Tout à fait. Oui, alors vous me recevez dans votre atelier où nous avons vu certaines de vos œuvres et vous venez d'achever une résidence de 4 mois au jardin suspendu. Oui. Et cette résidence s'est achevée par une installation d'une sculpture au jardin des Robinsons. Tout à fait. C'est un nouvel espace Oui. qui fait partie, bien sûr, de l'ensemble des jardins suspendus et qui a été inauguré il y a déjà plus d'1 an par un travail d'une paysagiste qui s'appelle Stéphanie Butier et donc qui a fait la précédente résidence d'artiste au jardin en collaboration avec les jardiniers. Et c'était mon cas aussi. J'ai proposé un projet avec une collaboration avec un ensemble de personnes, jardiniers, médiateurs et animateurs des jardins suspendus. C'est-à-dire que vous avez tous créé ensemble. Voilà, en fait j'ai proposé un partage de savoir et en échange aussi d'avoir des notions de plantation qui m'intéressaient pour de futurs projets. Oui. Et donc le partage de savoir en fait tournait autour d'une technique que j'aime beaucoup faire depuis une 30aine d'années et que j'aime aussi enseigner et partager avec différents publics, qui est le papier mâché, mais qui porte mal son nom en fait, parce que le papier mâché c'est une technique millénaire qui existe depuis l'invention du papier aux alentours de 200 ans avant ou après Jésus-Christ en Chine, et qui a eu de cesse de se diversifier jusqu'à des fois même s'appeler en Italie par exemple la carta pasta, qui a eu ses heures de gloire aussi pour les décors de théâtre ou de cinéma, peut-être plus dans le terrain art décoratif que le terrain des beaux-arts, quoique détrôné à un moment donné par les matériaux de synthèse, mais le papier mâché, en fait, moi je n'arrête pas de découvrir de nouvelles recettes, qui étaient d'ailleurs brevetées dans des fabriques dans toute l'Europe au 18e, au 19e, même aux États-Unis, mais beaucoup en France et en Angleterre. Et l'historique du papier mâché est absolument fascinant. C'est à mon humble avis, par rapport à l'équation complexe dans laquelle le sculpteur essaye de se maintenir, à savoir la rapidité, la dureté, l'efficacité et peut-être aussi l'économie, presque le matériau idéal. On ne sait pas. Voilà. On le connaît uniquement par nos enfants qui vont à l'école, c'est ça. parce que leur maître et leur maîtresse l'utilisent, mais c'est tout. Alors sous Napoléon III, vous avez des mobiliers entiers, dont même un qui est, alors je ne sais plus si c'était 1873 ou une autre date, j'ai oublié, était à l'Expo universelle. Un mobilier entier de salon, bibliothèque, table, chaise, entièrement en papier mâché. Mais comme souvent il a un aspect grisonnant, plus ou moins esthétique, on va bien sûr le peindre. Mais comme les sculptures en bois dans les églises au Moyen-Âge, on les polychromait. Et donc ces mobiliers Napoléon III sont souvent enduits d'un semblant de laque, un peu à la japonisante, parce que la mode était justement au japonisme, et donc on va avoir des incrustations dans cette laque de nacre, de fils de cuivre, et vraiment là ça peut être sophistiqué. C'est très sophistiqué. Dites, vous avez d'autres matériaux, d'après ce que je vois autour de moi, vous avez le bois, vous avez le lin aussi. Oui. Et votre sculpture, là, vous pouvez nous la décrire peut-être? Alors moi j'utilise le papier mâché
avec une technique qui fait que je peux installer cette culture en plein air et elle va résister aux intempéries. Voilà. Alors, ça paraît trop simple pour être vrai, et pourtant, c'est vrai et c'est simple. Je vais broyer du papier journal ou du carton, en récupérant bien sûr cette matière première. Je vais l'associer à de l'argile même de récupération éventuellement aussi, l'argile crue bien sûr, il est hors de question de cuire l'objet, pas besoin. Et donc je vais bien sûr avoir des méthodes pour en faire des grosses quantités, mais le principe est assez simple. Et bien sûr il faut juste suffisamment d'eau, ni trop ni trop peu. Pas besoin de colle, on peut éventuellement en rajouter, mais pas besoin de colle. L'argile fait office de liant, et c'est cette symbiose, c'est-à-dire que la fibre de papier va permettre à l'argile de tenir sur une armature, parce qu'il faut quand même une armature. Oui. Les chaises sous Napoléon III étaient avant tout des chaises faites par des menuisiers avant d'être recouvertes de pâte à papier et enduit de laque. Et donc ensuite, une fois que ça a séché sur l'armature, eh bien on va rendre ça imperméable tout simplement avec de l'huile de lin. Donc on va saturer d'huile de lin, ce que faisaient autrefois beaucoup les menuisiers pour, et encore un peu aujourd'hui, pour traiter les meubles de jardin. Et le personnage là que vous avez sculpté, il est effectivement en papier mâché? Alors c'est là où on va essayer de simplifier la chose, parce que c'est vrai que sur cette résidence d'artistes, puisque c'était votre question, j'ai proposé un partage de savoir avec cette technique du papier mâché huilé pour les jardiniers, pour qu'ils imaginent les graines d'un personnage que j'ai découvert en m'intéressant à aux cultures amérindiennes, plusieurs centaines de nations depuis des milliers d'années, et j'ai découvert un personnage qui est commun à pas mal de tribus et de nations de l'Ouest américain, du Mexique jusqu'au Canada, Cocopelli. Et Cocopelli, c'est un semeur de graines, c'est un chanteur, un joueur de flûte bossu. Il a des graines dans sa bosse. Et c'est un symbole intéressant que j'ai voulu reprendre et honorer dans ce jardin, où il y a, j'évoquais les formes de Stéphanie Buttier qui ont été installées il y a 1 an. Et en fait, ça me semblait intéressant au niveau de l'harmonie de l'ensemble. Et donc, les jardiniers ont fait en papier mâché les graines de Cocopelli, les graines fantastiques, des graines imaginaires. Quoiqu'il y en a une qui est une vraie graine d'érable agrandie. Et puis ces graines donc, sont autour du personnage que j'ai réalisé à la fois sur place et dans mon atelier. Il y a eu des va-et-vient. Et tout ça est installé depuis le mois de mai, qui est la restitution finale le final de la résidence, sur un petit muret, dans ce jardin, on va dire où c'est, parce qu'il faut le trouver quand même. C'est un peu un jardin, pas d'explorateur, mais voilà, il se cherche, il se trouve pas facilement. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'était la dernière résidence avant la vôtre? C'était quoi comme réalisation? Alors, Stéphanie Buttier, elle a fait, avec les jardiniers, des tressages de saules qu'on vient planter au bon moment de l'année pour qu'ils germent dans le sol assez facilement. Et on va pouvoir tresser tout ça et au fur et à mesure que ça grandit, que ça pousse. Et elle a fait des formes qui peuvent rappeler des igloos ou des huttes ou des palissades un peu ondulantes. Et donc il y a plusieurs formes comme ça dans ce long jardin qui est une bande en fait à mi-hauteur sur les fortifications de l'ancien fort où sont les jardins. Donc on peut, alors ça plaît à la famille, c'est d'ailleurs le but, on peut facilement, moi j'ai vu des gens venir s'asseoir dans ces igloos vivants, j'aime bien les appeler comme ça, lire un livre ou tout simplement être dans une espèce de cocon un peu translucide, puisque on joue avec la lumière, on est dans un igloo fait de saules. Oui, donc vous avez un environnement artistique. Oui, je pense que cet espace-là va être en perpétuelle évolution suivant les années. Donc d'autres projets viendront soit s'additionner, soit se substituer. Moi, mon installation, elle est là pendant plus d'1 an.
Et donc mon Kokopelli, lui, il est en fibre de lin, donc ça renvoie un petit peu à ces igloos tressés, un peu comme un maillage qu'a fait Stéphanie Buttier. C'est dans les verres. Voilà, on est Oui. dans des Les harmonies de couleurs verre, vertes, tout à c'est fait. ça. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est un peu le Kokopelli, c'est un peu le génie créateur, c'est un symbole de fécondité. Oui. Voilà, il sème la vie, quoi. La vie, et l'imaginaire aussi, puisque Oui. toutes les variantes du conte, puisque c'est un conte préhistorique, hein, on a des Oui. pictogrammes très anciens sur des abris rocheux, Oui. en quantité sur cette côte ouest américaine. Oui. Et donc on voit des légendes qui évoquent, qui racontent des histoires, qui jouent de la musique. Enfin voilà, c'est un personnage oui. très généreux. On a besoin de ces symboles-là. Et pour connaître ces symboles, vous avez été aidé par un scientifique. En fait, c'est parti un peu tout ce projet-là d'un intérêt pour les Amérindiens Oui. est parti de cette sensibilité que j'ai sur les matériaux, sur les environnements. Oui. Et je me suis rappelé aussi d'un petit livre, Paroles indiennes, qu'avait édité Albin Michel dans les années 90. Mhm. Il y avait Paroles de chaman, Paroles zen, etc. Mhm. Et en relisant ces extraits de la parole des Amérindiens de différentes époques, j'étais très surpris de la lucidité par rapport aux causes environnementales qui résonnent de plus en plus dans nos sociétés de trop de confort. Et donc j'ai eu envie de m'inspirer de ça. Donc à partir de là, j'ai réalisé que j'avais tout à apprendre parce que j'avais beaucoup d'a priori sur qu'est-ce qu'étaient les Indiens d'Amérique. Oui. Et en fait, c'est un univers infini d'exploration puisque on a tellement de cultures et de tribus, de sous-tribus. Enfin, c'est une voie lactée de cultures au pluriel, Oui. depuis qui existe toujours Oui. et qui résiste à tous les génocides et toutes les luttes, Oui. qui tentent de résister mais qui y arrivent. Et on a beaucoup à apprendre de ces peuples autochtones. Oui, oui. Oui, oui. Surtout à notre époque où finalement on entend peut-être, mais ça va faire 50 ans, je crois qu'il en est question, de soucis écologiques. Tout à fait, tout à fait. Oui, il y a des mises en garde depuis très longtemps, depuis que finalement Christophe Colomb a mis les pieds et a soi-disant découvert l'Amérique. Oui, oui, oui. Les Amériques. Et alors, cette sculpture va être complétée peut-être par d'autres installations dans Oui, en fait, le futur. En fait, ce projet de résidence est un préambule à une exposition qui se fera dans un an, donc du 15 mai au 15 juillet, Oui, dans l'ensemble des jardins suspendus. oui, Surtout en extérieur, même s'il y aura des choses aussi dans l'espace qu'on appelle l'alvéole 13. mhm, Principalement des sculptures dans l'angle du fort qui s'appelle le Jardin d'Amérique du Nord, bien sûr. oui, Et puis il y aura quelques pièces aussi à d'autres endroits du jardin. Donc des pièces soit faites de petite ou de grande taille en lin ou en argile, enfin en papier mâché huilé avec de l'argile. mhm, mhm, oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces sculptures que vous faites à partir de bois, de souches, Oui. d'écorces, parce qu'elles sont assez extraordinaires. Évidemment, j'en ai une devant moi. Là, Oui. c'est une écorce toute simple. Elle fait Oui. elle-même sculpture. Effectivement, je le comprends. Oui. Mais il y a d'autres. Vous mettez Oui. des personnages, Tout à fait. des portraits dans. Alors, il y a quelques visuels sur mon site internet, donc on peut retrouver ça en tapant mon nom et peut-être en rajoutant sculpture, parce que j'ai quelques homonymes, Oui, soit sportifs, architectes aussi, je crois, en Normandie. Il y a beaucoup de lamas en Normandie. oui, Et en fait, j'ai pendant très longtemps, et puis finalement je continue un peu à le faire, peut-être d'une façon légèrement différente, mais j'ai beaucoup travaillé sur la pareidolie, c'est-à-dire le fait de projeter son imaginaire
dans une forme aléatoire. Alors au départ, c'était beaucoup des taches d'encre. J'ai fait ça entre 2006 et 2010, Oui, avec une expo qui s'appelait Chimère Nuage d'encre, qui avait Oui. été présentée en 2006 à l'abbaye de Montivier, puis après en 2008 pardon, au Muséum d'histoire naturelle. Et donc les taches d'encre devenaient des dessins qui devenaient des sculptures. Des Oui. fois en papier mâché ou en métal oui, ou même en cire d'abeille. J'aime bien aussi ce type Oui. de matériaux. Et là, c'est un peu différent. J'ai utilisé des bois échoués, ou des fois c'est même une moitié de souche d'arbre, un résidu de souche d'arbre qui oui, est extrêmement creusé par la décomposition, oui, mais qui a encore une partie suffisamment résistante ou qu'on peut rendre résistant, justement aussi avec de l'huile de lin. oui, Et donc je suis parti de ces morceaux-là pour créer des paysages dans lesquels il peut aussi y avoir un visage c'est ça. ou un fragment de visage. Oui. Et donc ça sera présenté aussi dans Ah oui, dans oui. l'expo en 2023 au Jardin Suspendu. Oui. Ça m'a semblé assez puissant. En fait, je suis parti, ce qui m'a inspiré, c'est une phrase d'un anthropologue qui est lui-même amérindien et qui résumait une pensée, on va dire, universelle des cultures amérindiennes. La phrase étant pense la montagne. Mhm. Alors, pense la montagne, c'est prendre du recul pour ne pas se précipiter et faire le bon choix en pensant sur 20 ou 30 générations. Mhm. Bon, bien sûr, c'est une sagesse après qui est suivie ou pas des faits, Mhm. Mhm. mais c'est une sagesse assez noble, quoi, assez touchante, et Mhm. c'est aussi une poésie de vie, une poésie une spiritualité, de se connecter et de penser C'est vrai que les pierres, on oublie souvent, mais les pierres sont des êtres vivants. Alors pas au sens scientifique occidental, mais quand on a quelques notions de comment la Terre s'est formée, les champignons ont digéré les minéraux sont devenus de la terre arable. Enfin, il y a toute une chimie à partir de la roche-mère qui fait qu'on peut considérer que sur le long terme, sur des milliers d'années, la roche donne vie et la roche est vivante. Sans compter que si on considère que une souche d'arbre peut accueillir un biotope, comme d'ailleurs le paresseux peut accueillir un biotope dans ses poils qui peuvent sembler peut-être crasseux au premier abord, Oui. eh bien en fait les pierres bien sûr reçoivent des biotopes. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là de se dire que penser la montagne, c'est penser tous les biotopes qui sont, et puis essayer de prendre de la hauteur pour admirer, Oui. pour admirer ça, pour le ressentir, pour en être un peu traversé, quoi. Donc vous avez suivi votre formation à l'école d'art du Havre. Oui, de 87 à 91. Oui. Oui. Et là vous aviez commencé par la sculpture. Alors, on a un cursus où on est appelé à tester vraiment une grande diversité de techniques, y compris la vidéo, la photographie. Et moi, je me suis spécialisé plutôt dans la peinture, Mhm. après ces explorations, mais en introduisant quand même du volume. À savoir que à cette époque-là, mon thème de prédilection, c'était une espèce d'archéologie poétique sur les friches urbaines ou industrielles. Et donc j'interrogeais un peu le paysage, sans le savoir d'ailleurs, j'interrogeais aussi le constat des délocalisations qui étaient en train de se faire en Europe. Mhm. Il y avait beaucoup de friches au Havre, Mhm. et qui était le résultat de tout ça. Mhm. Et donc j'utilisais souvent un peu comme un archéologue ou un poète qui voulait célébrer un lieu avec le matériau du lieu. Donc j'utilisais par exemple des échelles, des tréteaux, toutes sortes d'objets trouvés dans ces friches pour faire un travail un peu d'incrustation, d'encadrement. Et donc les peintures
qui mettait en avant une poétique de la ruine un peu, de la trace, de l'empreinte, de l'usure, était incrusté dans ces objets cadres, on va dire. Moi j'ai appelé ça des peintures objets, voilà. Et c'était souvent des natures mortes ou des ensembles morts, dans le sens où il n'y avait pas d'être vivant, il n'y avait même pas de vitres, il n'y avait plus de vie. C'était vraiment des restes d'une civilisation industrielle. Donc ça m'a occupé jusqu'en 93-94. Donc j'étais déjà à ce moment-là diplômé de l'école d'art, puisque j'ai quitté l'école en 91. Et ensuite j'ai eu envie de casser un peu tout ce travail-là, de passer à autre chose, parce que j'avais suffisamment exploré cet univers-là. Et l'envie est venue de revenir sur des passions d'enfants qui ne m'avaient pas quitté, puisque j'étais un peu dans cette archéologie industrielle, en faisant cette fois-ci de revisiter les Vénus préhistoriques. Je suis toujours d'ailleurs fasciné par ces sculptures-là, que l'on appelle Vénus. Voilà, moi je préfère dire les Pachamama, parce que Vénus, on a plaqué quand même une vision Beaux-Arts, la Danaïde allongée sur des Pachamama plutôt. C'est la mer, la terre-mère. Voilà. Après, voilà, il y a plein d'interprétations. C'est tellement ancien qu'on ne peut que supposer. Mais c'était amusant parce que c'était mes premières sculptures en papier mâché en fait. À force de faire des ateliers avec des adultes ou des enfants où je proposais du papier mâché pour l'avoir expérimenté à l'école d'art, à force de le faire, je me suis commencé à me dire mais c'est quand même, on peut faire quand même des choses extraordinaires avec ce matériau-là. Pourquoi je m'y mettrais pas vraiment? Voilà, c'est venu comme ça. Voilà. Donc en finissant mes histoires de paysages industriels, j'ai revisité la sculpture vraiment. Enfin, j'ai vraiment démarré, on va dire, la sculpture avec ces histoires de Vénus préhistorique. Puis très vite, je suis parti dans des formes qui évoquaient le minéral, le végétal et l'animal. Donc des formes un peu fantastiques, de chimères, inspirées peut-être aussi de films fantastiques ou de science-fiction qu'à l'époque j'appréciais beaucoup. Et donc voilà, tout ça mélangé, ça m'a emmené dans une période qui s'est un petit peu terminée pour passer à une autre période encore, aux alentours de 2006. Où là j'ai eu envie d'interroger la crise économique, donc en reprenant toujours pas mal en sculpture, mais des fois en photomontage ou en dessin ou en vidéo, en reprenant un peu le territoire du dessin de presse parodique de cette société absurde, de surconsommation, de spéculation, d'essayer de comprendre aussi les mécanismes de la crise économique de 2008. Et donc du coup ça m'a emmené dans une espèce de sculpture un peu symbolique, de personnages qui spéculent ou de personnages qui veulent aller plus vite que le train et qui vont se manger le mur. Voilà, des métaphores un peu de notre économie absurde. C'est-à-dire que vous êtes un artiste finalement dont l'inspiration est très libre. Voilà, tout à fait. En fait, peut-être aussi parce que je me lasse à un moment donné de ce que je peux faire. Quand je sens que je risque vraiment de me répéter, j'aime bien remettre en cause et renverser la table s'il faut et faire autre chose. Et alors vous animez des ateliers aussi? Oui, c'est même pour moi c'est un acte artistique en soi. Je ne fais plus de différence entre animer un atelier, partager mon savoir et apprendre aussi de ce que amène chacun dans l'atelier. Et mon travail artistique en apparence plus indépendant, plus en retrait de ça. D'ailleurs, j'avais fait une expo qui était un peu la rencontre de tout ça. C'était l'expo Chimère Nuage d'encre, où les gens faisaient des taches d'encre avec moi dans l'expo, exposaient avec moi. Enfin, la frontière était un peu abolie, voire même complètement abolie. Et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il y a vraiment un partage, un va-et-vient, et je pense que tout ce que je fais là actuellement est
est emprunté aussi à tous ces échanges sur les ateliers où je suis plutôt l'assistant, même si, voilà, forcément, j'amène un cadre, mais je suis aussi l'assistant des projets, finalement, des projets variés, des projets différents que les personnes, les adultes, les enfants. Ce sont des espaces de co-création. C'est ça, on crée ensemble, vraiment, Oui. il y a cette idée-là. Donc on va inviter nos auditeurs à aller au jardin suspendu, au jardin des Robinson. Oui. Donc l'entrée sud, côté ascenseur, à gauche. Oui, en fait, une fois qu'on est arrivé sur les abords du jardin des explorateurs, on cherche l'entrée d'un escalier. Mais il y a un petit panneau qui annonce au-dessus de cette entrée d'escalier, jardin des Robinson. Voilà, c'est un peu comme un passage secret, il faut descendre une vingtaine de marches et on se retrouve à nouveau dans un espèce de jardin qui lui aussi est suspendu sur les remparts. C'est bien, c'est le plaisir de la découverte. Tout à fait. Voilà, et de l'exploration. Oui. Eh bien, merci beaucoup Hervé Delamarre. Merci à vous. Voilà, puis à bientôt. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Dans notre agenda culturel, je vous signale le festival Mosaïque, Musique des Mondes. C'est la 13e édition. Cette édition nous revient avec beaucoup de plaisir du 21 au 24 juillet dans les jardins suspendus. Et ce festival des musiques des mondes accueille, comme d'habitude, des artistes venus du monde entier, des talents émergents, mais aussi des personnalités de la scène internationale. C'est un rendez-vous festif, qui est un rendez-vous majeur,
puisque le public n'est pas seulement havrais, mais dépasse désormais les bornes de la région. C'est un public familial et éclectique. Ne vous privez pas de cette convivialité et de cette fête de la musique. Au revoir, bon été à vous, rendez-vous dimanche prochain. À bientôt.